Dov Maimon, Boker Tov. Boker Tov, bonne journée à tous. Voilà, merci d'être avec nous à nouveau ce matin, Dov, sur studiocalita.com. Et ce matin, nous voudrions parler avec vous d'un rapport, d'une enquête qui a été réalisée par l'Institut dont vous êtes l'un des chercheurs éminents, le GPPI, l'Institut de planification et de politique du peuple juif. Je me suis peut-être un petit peu embrouillé concernant l'intitulé exact de l'Institut, mais en tout cas, ce n'est pas le plus important. Le plus important, ce sont les conclusions de ce rapport donc, qui a été publié par cet Institut sur le judaïsme américain. Quelles sont les principales conclusions de ce rapport, Dov? Oui, voilà. Donc, ce qui est intéressant à dire, c'est que c'est un rapport qui a fait beaucoup de bruit dans la presse internationale. C'est un rapport qui est sorti en anglais, qu'on peut trouver sur notre site, et qui est en train de dire qu'il va à contre-courant de ce qu'on disait depuis longtemps. C'est-à-dire qu'énormément de gens, depuis plusieurs années, disaient, vous savez, le fait qu'on a un enfant sur deux de 18 ans aujourd'hui aux États-Unis qui a un seul parent juif, et celui qu'on ait 50-60% de mariage mixte, c'est pas grave, finalement, c'est des juifs en plus. En fait, c'est au contraire, c'est quelque chose qui est très bien. Le judaïsme américain a de plus en plus d'influence parce qu'il y a plus de gens qui sont connectés au peuple juif. Ils ont soit un grand-père juif, soit un petit-fils juif, comme le président des États-Unis actuel, etc. Donc, ils avaient l'air de dire, c'est très bien, on est très content, le peuple juif grandit de plus en plus, on est de plus en plus nombreux par ces mariages mixtes. Et notre rapport vient tout à coup regardez un peu qu'est-ce qui est en train de se passer. Alors une première chose qu'on voit, c'est que sur les 6 millions de juifs américains, ou les 7 millions, il suffit d'élargir les définitions pour qu'on peut arriver jusqu'à 10 ou 12 millions si on veut aussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? Il y en a 1 million qui sont des orthodoxes, et parmi les orthodoxes, il y a deux parties. Il y a 2 tiers qui sont des charidim, des ultra-orthodoxes, et 1 tiers qui sont des orthodoxes, modernes orthodoxes. Ça correspond un peu aux Dati Leumi en Israël et les Haridim. Et c'est à part ces gens-là, le 1 million qui sont comme ça et 5 millions qui ne sont pas comme eux. Ils représentent à peu près en fait 10% qui sont orthodoxes, donc 600 000 ou 700 000 qui sont orthodoxes. Et pourtant, à New York, 70% des enfants sont des enfants de familles orthodoxes, et surtout les États-Unis, 27% des enfants sont des enfants orthodoxes. Qu'est-ce qui se passe chez les autres? Les autres, ils se marient très, 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 très tardivement. On a très, très peu d'enfants. Et parmi les gens qui se marient, voilà qu'est-ce qui se passe. Il n'y en a que 21% qui ont, donc parmi tous les Américains qui ne sont pas orthodoxes, on n'a que 21% qui ont un enfant juif. Ça veut dire qu'on a 50% des gens entre 25 et 54 ans qui ne sont pas mariés, qui ne sont jamais mariés. Or, on s'aperçoit que quand les gens ne sont pas mariés, ils n'ont pas d'enfants. C'est comme ça que ça se passe aux États-Unis. Il n'y a que 10% qui sont pas mariés et qui ont des enfants. Alors, parmi les autres, par contre, ils n'ont pas eu d'enfants. 50% n'ont pas d'enfants. Donc, on voit à peu près combien ils vont devenir dans une génération. Plus que 50% n'ont pas d'enfants. Donc, ils vont évidemment diminuer d'autant. Et parmi ceux qui se marient, donc il y en a 29%. Parmi ceux qui se marient, 29% sur les 100% qui se marient avec des non-juifs. Ça fait du 60% en tout. Donc 29%, 50%, je vais prendre sur les 100%, on a 50% Voilà. qui ne se marient pas. Oui, voilà. parce que je pense que Dov, nos auditeurs sont peut-être un peu noyés dans les chiffres. Voilà, à 8h du matin. Alors, oui, à 8h du matin. Alors, voilà. la donnée principale de ce... 50% ne se marient pas et n'ont pas d'enfants. 50% de l'ensemble des juifs américains? Voilà, entre 25 et 54 ans, ce qui ont été sondés dans le sondage Pew et qu'on a fait des analyses maintenant. Donc 50% des juifs américains n'ont pas du tout d'enfants. 29% se sont mariés avec des non-juifs et ont en général des enfants. Donc seulement 10 à 15% qui se revendiquent juifs. Ça, c'est quand même important. 29%, c'est-à-dire quasiment un tiers du judaïsme américain des juifs américains se marient avec des non-juifs. Non, c'est beaucoup plus que ça, plus que les 50%. D'autres ne se marient pas du tout. C'est-à-dire qu'ils ont des partenaires, mais ils ne sont pas mariés. D'accord? Donc eux aussi, ils sont le plus souvent d'ailleurs, avec des non-juifs. Donc on arrive à 60-70%. Et là, j'arrive au fait qui nous intéresse à nous, c'est qu'il n'y en a que 21% des juifs non orthodoxes américains, donc des 6 millions de juifs, des 5 ou 6 millions de juifs non orthodoxes aux États-Unis, qui ont un enfant juif. Qui ont un enfant juif, même pas suivant la halakha. Je parle même des gens dont le père serait juif, mais qui se revendiquent juifs, qui ont été éduqués en faisant les fêtes juives, en ayant fait leur bar mitzvah, même s'ils ne sont pas de mère juive comme le veut la halakha.
Voilà, exactement. Donc quelqu'un qui est de père juif, mais qui est affilié à une synagogue réformée ou conservative, on n'en a que 21% qui sont suivant ce modèle-là. Donc il n'y a que 21% qui ont un enfant juif, ça veut dire très très peu de monde. Maintenant il peut avoir plusieurs enfants, mais il n'y a que 20% qui ont un ou plusieurs enfants. Donc on se retrouve avec une population qui va probablement diminuer de au moins la moitié, si ce n'est pas de 2 tiers, sur une génération. Et comme je vous l'ai dit, finalement, les enfants qu'on a à New York, 70% sont des enfants orthodoxes, et sur les États-Unis en entier, 27% sont des enfants orthodoxes. Ça veut dire que dans une génération, la prochaine génération sera en immense majorité des orthodoxes, et les autres vont tout simplement disparaître en tant que juifs. C'est probablement cette dernière phrase est probablement la conclusion la plus impressionnante, c'est-à-dire que le judaïsme non orthodoxe aux États-Unis est en train de disparaître. Voilà, c'est ça. C'est quelque chose de très très grave. Et il ne va pas tout de suite disparaître parce qu'il va rester un noyau quand même de gens qui sont impliqués. Mais on voit que le judaïsme américain va tout à coup fondre comme une peau de chagrin. Il ne va plus en rester grand-chose sur 1 ou 2 générations si les choses ne sont pas transformées. Et on ne voit pas comment les choses pourraient tellement être changées. Alors justement, c'est-à-dire, on a entendu parler du judaïsme américain beaucoup au cours des dernières, même à travers justement... le président américain Donald Trump, sa fille convertie, Ivanka Trump, qui est convertie et donc mariée avec Jared Kushner, qui vient apparemment d'une famille de ce que l'on pourrait appeler moderne orthodoxe, ou on va dire très moderne orthodoxe, on va dire. Je ne sais pas comment la définir exactement, mais justement, on expliquait, j'avais lu à l'époque une analyse assez intéressante sur le fait qu'il y avait tout de même un noyau de juifs américains qui restait, qu'il fallait faire une différence, par exemple, entre 2 couples célèbres, ce couple Trump-Kushner et le couple Clinton et Chelsea Clinton, la fille du président Bill Clinton, qui s'était mariée aussi avec un juif américain qui, eux n'étaient pas... c'est-à-dire le mariage a été fait avec un prêtre et un rabbin, et qui, eux, appartiennent, on va dire, à cette mouvance libérale et réformiste. Il y a donc une différence dans ce judaïsme américain entre ceux qui se maintiennent, comme le font apparemment Kushner et son épouse convertie, qui semblent respecter une partie de la tradition au moins, et ceux qui sont en train de perdre d'une certaine manière une partie de leur identité, et on faisait allusion donc à ce couple de Chelsea Clinton et de son époux. Il y a une différence à ce niveau-là, n'est-ce pas? Voilà, exactement. Ça veut dire que aujourd'hui, donc on a les Charles Kushner et Ivanka Trump sont un couple qui sont affiliés à une synagogue orthodoxe. Elle a fait une conversion orthodoxe, elle fait partie des orthodoxes. Mais non, comme tous les orthodoxes, on peut appartenir à une synagogue orthodoxe et pas forcément toujours respecter toute la halakha. Voilà. Et ça, c'est un problème personnel. Mais on appartient et on se reconnaît, qu'on reconnaît la halakha et la Torah comme notre autorité. Donc, bon, mais ça ne change rien. Donc, ils sont orthodoxes. On va les appeler orthodoxes parce que c'est comme ça qu'on peut mieux comprendre. De l'autre côté, le reste du judaïsme américain, notamment tout le mouvement réformé, il y a 32 ans, ont décidé qu'on pouvait être juif simplement par le père. Et c'est là que ça a été tout simplement un effondrement. Et on a sorti un rapport il y a 1 an, mais c'est aussi cité ici, où on a montré que le fait qu'on avait dit que c'est une conversion, on n'a pas besoin de conversion, puisque il suffit d'avoir un père juif pour que l'enfant soit considéré comme juif dans la communauté. Donc on a baissé le seuil pour pouvoir entrer, et ça a entraîné que les gens, d'une manière générale, n'ont tout simplement plus fait l'acte de conversion. C'était même un acte symbolique, mais même cet acte symbolique était une sorte de ce qu'on appelle dans la Gemara la Gmiruta, c'est-à-dire qu'il y avait les gens s'engageaient. Et à partir de cela, ils s'engageaient aussi à faire Hanouka et pas faire Noël, ne pas faire en même temps le sapin de Noël et la Hanouka, etc. Donc, à partir du moment où ils ont dit qu'on n'a même plus besoin que la femme, quand c'est une femme qui se marie avec une femme non juive qui se marie avec un juif, à partir du moment où ils ont dit que c'est pas nécessaire de faire une conversion, on a tout à coup, on est passé à 0% de conversion chez les réformés. Alors, est-ce que disons, à la place de cette conversion, même on va dire très symbolique imposée ou qui pouvait être imposée dans le mouvement libéral, est-ce que finalement il n'y a pas une forme d'identité déclarative de beaucoup de juifs américains qui conservent leur identité juive et qui la redécouvrent à travers des souvenirs d'enfance ou à travers des découvertes sur leur identité ou sur leurs ancêtres. On l'a vu dans le cas de
différents acteurs américains qui ont redécouvert leurs racines juives. Est-ce que ça ne suffit pas aujourd'hui, par exemple dans le cadre de votre enquête, pour de se définir juif, de se sentir juif? Est-ce que c'est une définition suffisante pour dire, voilà, on rentre ces personnes-là dans l'ensemble du peuple juif? Voilà, donc notre centre n'est pas du tout un centre qui s'occupe de halakha. Oui. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la capacité de perpétuité, de pérennité du judaïsme. Et là, on s'aperçoit on va considérer pas seulement le fait d'être juif, c'est d'abord un quant à soi, un être au monde, c'est quelque chose qu'on ressent en soi, même si on ne pratique pas du tout. Donc il y a des gens qui peuvent se sentir totalement juifs. Mais est-ce qu'il va y avoir ce qu'on appelle une ethnicité symbolique, ça veut dire que le kugel, le klezmer, de la cuisine, des choses qui vont rester mais qui ne passent pas aux enfants. Et qu'est-ce qu'on voit dans les actes? On s'aperçoit que dans les couples où il y a un couple mixte, on s'aperçoit qu'il n'y a que 20% qui se marient, leurs enfants se marient avec des juifs, et que leurs petits-enfants sont que 7% parmi eux ont des petits-enfants qui se revendiquent ou s'identifient comme juifs. Donc on voit une catastrophe totale puisque ça ne donne pas de résultat. Simplement, nous on est en train de dire, est-ce que les gens se revendiquent par une autodéfinition, je suis juif? Or on s'aperçoit que dans les couples mixtes, il n'y en a que 7% des petits-enfants, la deuxième génération, qui vont se revendiquer juifs. Les autres se revendiquent juifs, mais pas par la religion, ça veut dire un attache culturel. J'ai des origines, comme quelqu'un aurait des origines tunisiennes ou polonaises, je sais que, mais c'est quelque chose de complètement symbolique. Ça veut dire que ça ne se traduit par aucun comportement. Ça se traduit par exemple quand il y a la guerre à Gaza. Regardez, quand il y a eu la guerre de Tzouketan en 2014, on s'apercevait que ceux qui se définissaient juifs, mais pas par leur religion, on leur demandait, vous êtes plutôt pour Israël ou Hamas? Qui vous pensez a raison? Ils te disent, moi j'ai pas d'avis sur la question, je pense que c'est un conflit. Il n'avait plus ce sentiment ethnique, tribal qu'on connaît chez les juifs ethniques, qui était de dire, moi évidemment mon camp, c'est le camp d'Israël. Alors justement, c'est-à-dire il y a même plus cette identification par rapport à Israël. Voilà, donc on s'identifie à Israël, la solidarité juive. Le judaïsme américain qui est considéré jusqu'à ce jour comme un des soutiens principaux de l'État d'Israël, se détache d'Israël aujourd'hui. C'est une des conclusions aussi de votre enquête? D'Israël, ce qui est important, ce rapport a il est, comme on dit en anglais, timely, il est particulièrement important maintenant, c'est que le judaïsme conservatif, qui est la troisième grande tendance du judaïsme américain, qui jusqu'à dans les années 50 représentait 70% du judaïsme américain et aujourd'hui est descendu à 20 ou 30%, doit prendre une décision sur la paternité. Il doit prendre incessamment sous peu une décision sur la paternité, à savoir est-ce qu'on va considérer quelqu'un qui est de père juif comme juif sans avoir besoin de faire une conversion ou pas, même symbolique ou alors eux mettons le troisième. Ça serait à votre avis une manière de redresser la barre? Ça sera en tout cas de protéger le judaïsme conservatif, parce que s'ils prennent la décision de dire on accepte la paternité, ce qui a l'air d'être fait, parce que évidemment dans les faits, dans les synagogues, les gens sont souvent comme ça, et on n'ose plus demander aux États-Unis, on trouve ça comme d'abord raciste de se marier entre juifs, ça s'appelle privilégier l'endogamie, c'est considéré comme quelque chose à contre-courant, du courant de gens qui doivent se mélanger entre toutes les couleurs. Plus moins on aura d'identité collective, culturelle, nationale, ethnique ou religieuse, le monde sera bien mieux, on serait dans un melting pot où c'est le rêve américain qui est derrière, et donc c'est quelque chose de très difficile à demander. Donc évidemment les conservatifs aussi vont avoir beaucoup de mal à laisser passer, de prendre la décision stratégique cruciale de dire que nous n'acceptons pas la paternité. Donc on est dans un enjeu qui a un débat maintenant un des débats pour l'avenir du judaïsme américain, et donc ce rapport vient apporter sa touche scientifique, sociologique. Encore une fois, on n'est pas ici avec des rabbins, on est en train de parler de sociologie, de voir est-ce que vous savez, on a deux projets de société dans une communauté. Soit on veut être l'arche de Noé, soit on veut être la tente d'Abraham. La tente d'Abraham, on veut accepter tout le monde. Si vous acceptez simplement tout le monde, alors on pourrait se dire, tout à coup, on aurait plus de monde de nous. Mais est-ce que ces gens-là, est-ce qu'il n'y a pas une dilution quelque part de l'identité? Est-ce qu'il y a quelque chose qui reste, ou c'est simplement symbolique et finalement il n'y a rien du tout, puisqu'il n'y a pas de lien commun entre tous ces
gens-là. Et on a l'air de dire que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les orthodoxes qui ont mis des barrières tout autour, finalement, un peu comme dans un club privé, tout le monde veut y entrer. C'est un peu aussi dans les unités d'élite dans l'armée d'Israël. On a fait des unités très dures à rentrer. Tout à coup, tout le monde veut y rentrer. Et quand on a ouvert les portes du judaïsme réformé pour dire aux gens, rentrez, c'est facile, laissez-nous, écoutez, on accepte tout le monde, vous vous sentez juif, et puis rentrez, et dans ce cas-là, on les perd. Et encore, il y a encore un autre modèle, c'est le modèle que font par exemple les Lubavitch, et ça c'est très intéressant, ils disent, non, nous savons ce qu'est le judaïsme authentique, mais nous vous acceptons à l'endroit où vous êtes, et nous allons vous aider à progresser, mais nous ne trahissons pas, nous ne disons pas simplement dilution, où vous êtes, c'est très bien. On vous accepte là où vous êtes parce qu'on a une relation humaine envers vous, et on aimerait vous aider à devenir de plus en plus juif, de plus en plus vous-même. D'abord vous reconnecter à vous-même, ensuite vous reconnecter au peuple juif, à l'identité juive, à Dieu, etc., à la religion. Mais on ne va pas vous laisser à l'endroit où vous êtes. Alors que l'autre modèle était un modèle de dire, vous savez, on vous accepte comme vous êtes, et donc ça ne poussait pas les gens à l'effort d'identification. Or, le courant en Israël, si l'identité par défaut en Israël, c'est d'être juif, l'identité par défaut aux États-Unis, évidemment, c'est de ne pas être juif. Donc, qu'on le veuille ou non, si on continue avec ce modèle-là, ça a l'air de pas être, ça a pas l'air d'être très fonctionnel. Je le dis maintenant. Pourquoi je le parle ici? Pour deux choses. D'une part, il faut savoir que les gens qui choisissent, au lieu de venir en Israël, de partir aux États-Unis, il faut savoir qu'aux États-Unis, on a quand même 70% de mariage mixte, et c'est presque inévitable le mariage mixte, à moins qu'on s'enferme dans une communauté ultra-orthodoxe, haredi. Sinon, c'est très très difficile à gérer. Et la deuxième chose, je le dis parce qu'on en pense, on voit aussi ce débat en train de commencer à apparaître en France. Il faut qu'on tienne compte de l'expérience américaine. Bien sûr, en France, ça sera des choses différentes, mais il faut tenir compte aussi de savoir est-ce que nous devons faire le choix d'accepter, d'élargir l'attente, ou est-ce qu'on doit plutôt aller vers l'âge de Noé? Est-ce qu'il y aurait peut-être un troisième modèle, un modèle où on aurait à la fois l'attente et à la fois l'âge de Noé? Et c'est ce modèle-là qu'il va falloir construire. Eh bien, Dov Maimon, merci de nous avoir éclairé donc sur cette problématique et au travers de cette enquête réalisée par l'Institut de JPPI, l'Institut de politique du peuple juif. Du peuple juif. Et donc, je citerai l'une des données impressionnantes que vous nous avez communiquées, c'est-à-dire que si l'on considère le judaïsme non orthodoxe, eh bien, seulement 20% des juifs non orthodoxes se marient avec des juifs, et au niveau de la génération suivante, eh bien 7% des enfants de couples des couples mixtes dans le judaïsme, des couples mixtes, eh bien, se revendiquent comme juifs. J'espère avoir été précis. C'est exact? J'ai pas dit, c'est vrai ce que j'ai dit, mais l'effet les plus importants, c'est que 50%, 21% seulement des juifs non orthodoxes ont un enfant juif. Voilà, reprenons ça. Seulement 21% des juifs non orthodoxes ont un enfant juif, et les autres n'ont pas d'enfant juif, ou alors ils ont un enfant non juif, qui ne se revendiquent même pas comme juifs. Eh bien, merci Dov Maimon de nous avoir éclairé à ce sujet, et on débattra très certainement dans les prochaines semaines et les prochains mois des conclusions donc de ce rapport important sur l'avenir du judaïsme américain. Merci Dov Maimon et bonne journée. Shalom. Bonne journée, shalom. Voilà, c'est la fin de cet invité de la rédaction de ce matin. Nous retrouvons dans quelques instants Eliana Gurfinkel pour la chronique quotidienne. Un jour, notre histoire. Ça sera dans quelques secondes.